Connaissez-vous le Gstaad Palace? Non? Eh bien, vous ne faites pas partie du club des ultra-riches. Car les ultra-riches, eux, se retrouvent lors de migrations hivernales dans cet hôtel luxueux situé, comme son nom l'indique, dans la ville de Gstaad, en Suisse. Une cliente arrive, suivie d'un porteur pour tirer la valise à roulettes et pour porter le petit sac transportant le chat. La dame est française, aristocrate. Le concierge du palace n'en dira pas plus sur son identité. La dame aristocrate française vient chaque année une semaine en février avec son chat. Le détail amusant de l'histoire, c'est le menu du chat. Il mange du caviar. Il faut prévoir chaque jour 50 grammes de caviar pour le chat, de temps en temps une seule ou un tourne d'eau pour le chat. Podcast Story. Les ultra-riches sont 67 000 en France. C'est l'INSEE qui le dit. D'ailleurs, l'INSEE n'utilise pas le mot ultra-riche, mais parle de personnes à très haut revenu. Les personnes à très haut revenu, donc, représentent 0,1% de la population française, soit les fameux 67 000 citoyens. La question importante à résoudre tout de suite, c'est combien faut-il gagner pour être considéré comme un ultra-riche français ? Si vous êtes seul, le minimum, c'est 23 000 euros net par mois. 23 000 euros net par mois, c'est le SMIC des ultra-riches. Bien entendu, ils sont nombreux à gagner bien plus, 10, 100, 1000 fois plus, mais le ticket d'entrée est à 23 000 euros mensuels. Où rencontrer l'ultra-riche français ? Eh bien, à Paris. 20% des ultra-riches vivent dans la capitale et 30% en Île-de-France, plutôt vers l'ouest, beaucoup à Neuilly-sur-Seine. Les autres sont en Auvergne-Rhône-Alpes, en Corse, dans les Alpes-Maritimes et dans les départements proches de la Suisse. Oui, proches de la Suisse. C'est tellement évident que ça ne s'invente pas et c'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE. Dans quoi travaille l'ultra-riche ? Dans la majorité des cas, il gère son patrimoine. Et oui, 57% des ultra-riches ont leur patrimoine comme source de revenus. Mais attention, quand on dit patrimoine, on pense souvent immobilier, certes, mais aujourd'hui, c'est plutôt un patrimoine financier. On possède des actions, des parts dans des entreprises, ce qui va d'ailleurs expliquer, on le verra tout à l'heure, la hausse de leurs revenus en période de crise. Donc ils gèrent leurs actions et leurs boîtes, mais pas que. 40% sont des salariés, des salaires donc à plus de 23 000 euros net, les 3% restants sont des retraités. Quel âge a l'ultra-riche ? 50% d'entre eux ont fêté leurs 60 printemps. Bien, si nous résumons notre portrait robot, l'ultra-riche français habite à Paris ou en région parisienne, il a la soixantaine minimum, il gagne plus de 23 000 euros net par mois, il a du patrimoine et c'est un homme. Oui, précision utile, dans le monde de l'ultra-richesse, on n'a pas encore entendu parler de l'égalité homme-femme, elles ne sont que 10%. Cela dit, statistiquement toujours, les hommes mourant plus jeunes que les femmes, on devrait très vite voir émerger une génération de veuves ultra-riches que l'on appellera des ultra-veuves. Comment vont-ils ? Ils vont bien. Ils vont très très bien. Surtout les Français. Si on prend le haut du panier, donc les milliardaires, ces 10 dernières années, en moyenne, les ultra-riches des autres pays ont vu leur patrimoine augmenter de 170%. C'est une moyenne et je parle de pays comparables à la France comme la Grande-Bretagne ou l'Allemagne. Le patrimoine des milliardaires français, lui, a augmenté de 400% ces 10 dernières années. 400%, presque 3 fois plus que les autres. Et ils sont devant tout le monde, sauf les Américains, sinon les ultra-riches français sont devant les Allemands, les Chinois, les Anglais, les Indiens. Il y a une explication. La France excelle dans l'industrie du luxe et ils sont de plus en plus nombreux dans le monde à consommer du luxe puisqu'il y a de plus en plus d'ultra-riches dans le monde. Les nouveaux ultra-riches des pays émergents, Chine, pays du Golfe, Inde, ces gens-là dépensent sans compter chez LVMH, Hermès, L'Oréal, la liste est longue. Et ça ne fait que commencer si l'on en croit le boss du luxe en France, l'homme le plus riche d'Europe, monsieur François Pinault, qui a d'ailleurs multiplié sa fortune par 5 l'année dernière, en 2021. Je le cite, « Je ne suis pas sûr que dans 20 ans les gens utiliseront encore un iPhone, mais je suis sûr qu'ils boiront toujours du Dom Pérignon. »
Et puis, il y a eu la pandémie. Les ultra-riches s'en sont très bien sortis. Très très bien. Et là aussi, il y a une explication. La BCE, la Banque Centrale Européenne, a pratiqué pendant la pandémie le quoi qu'il en coûte financier. Autrement dit, on a injecté massivement de l'argent, 1850 milliards d'euros pour être précis, dans les banques pour éviter que le système s'effondre. Il ne fallait surtout pas que la crise financière se répercute sur l'économie réelle. L'idée n'était pas d'enrichir les plus riches, mais de rassurer les investisseurs pour éviter une crise totale. Du coup, les investisseurs étant rassurés, la bourse a grimpé. Et le patrimoine de nos ultra-riches étant pour une bonne part constitué d'actions, on l'a dit, in fine, ils en ont profité. Donc en 2022, année d'enregistrement de ce podcast, les ultra-riches français se portent bien. Merci pour eux. Et comment dépensent-ils leur argent ? En dehors des investissements professionnels, que font-ils de tout cet argent ? Eh bien aujourd'hui, c'est facile à savoir. Fut une époque où le riche se faisait discret. On se reconnaissait entre soi, mais on ne s'exposait pas. La montre valait des milliers d'euros, mais seuls les initiés connaissaient l'horloger. Aujourd'hui, c'est différent. On affiche la Rolex en diamant sur les réseaux sociaux. Les ultra-riches ne se cachent plus, ils s'affichent. Depuis les années 2000, la richesse est décomplexée. C'est même devenu un étendard, car les ultra-riches ont appris à médiatiser leur richesse et ils créent leur légende. Du coup, on sait ce qu'ils dépensent. Par exemple, le vin. Les ultra-riches arrivent à Bordeaux les poches pleines d'euros pour s'offrir un vignoble. Pour un beau vignoble, il faut compter au minimum 5 à 10 millions d'euros. C'est un investissement passion, comme on dit. La fierté d'avoir son nom sur une étiquette, oui. Mais surtout, l'achat d'une forme de noblesse. Traditionnellement, le vin, ce sont des vieilles familles ancrées dans la culture, dans l'histoire de France. S'offrir un vignoble à Bordeaux, c'est presque s'offrir un titre. Pareil pour les chevaux. Les ultra-riches achètent des chevaux. Rien de mieux pour l'image qu'un haras peuplé de pur sang, franchement. L'image d'un gentleman farmer qui caresse l'encolure d'un étalon sur fond de château et d'écurie, c'est classe. Sinon, les yachts et les avions privés ont toujours la cote. L'industrie du bateau de luxe, on parle de jouer à 500 millions d'euros, un minimum. L'industrie du bateau de luxe connaît une progression des ventes de 8% en 2021. Là, la motivation est simple, les ultra-riches jouent à celui qui a la plus grosse. Pareil pour les jets privés, à vendre ou à louer, le marché est en pleine expansion, notamment une conséquence de l'épidémie de Covid, au cours de laquelle l'ultra-riche a pris l'habitude de voyager seul pour se protéger du virus. L'achat d'un jet privé devient chez lui un geste barrière. L'art est aussi une belle danseuse pour les ultra-riches qui s'offrent des œuvres ou carrément des musées. C'est un investissement, certes, mais on en revient aussi au positionnement social. Avoir un Banksy dans l'entrée et un Picasso sur un mur du salon, fréquenter les salles de vente et affirmer qu'on a repéré un street artiste new-yorkais prometteur, vous positionne en collectionneur, ce qui est tout de suite beaucoup plus prestigieux qu'affairiste. Les ultra-riches investissent aussi dans les équipes sportives. Quoi de plus beau que de parier sur son club de foot local ? Une sorte de retour au pays de l'enfant prodigue qui, les poches pleines, vient défendre les couleurs de sa ville. Tapie et Dreyfus avec l'OM, Lagardère avec le Racing Club, Nicolin et Montpellier, Dassault et le FC Nantes. Ils aiment ça. Ils voient les matchs dans les loges VIP en portant des manteaux en cachemire. Ils fument le cigare en regardant les exploits de leurs poulains, eux-mêmes ultra riches. Enfin, n'oublions pas les médias. Les ultra-riches succombent souvent au syndrome de Citizen Kane. Le film d'Orson Welles raconte l'ascension et la chute d'un empereur de la presse aux États-Unis. Citizen Kane est devenu une sorte de figure aventurière et romantique, mais aussi cynique. Un homme d'affaires, certes, mais qui, grâce à la presse, devient un héros. Les ultra-riches achètent donc des médias, journaux, radios, télévision. Ils pratiquent eux aussi, grâce à leur empire, le soft power, autrement dit, par les articles qu'ils publient et par les émissions qu'ils produisent, ils défendent leurs intérêts ou les intérêts des politiciens qui ensuite leur seront redevables.
Aujourd'hui, en France, environ 80% de la presse écrite et 50% des médias audiovisuels nationaux sont entre les mains d'une dizaine d'ultra-riches. La vie des ultra-riches fait-elle rêver ? Eh bien franchement, non. Si l'on regarde la routine quotidienne des hommes les plus riches du monde, des types comme Jeff Bezos, Elon Musk ou Mark Zuckerberg, c'est pas très excitant. Ils se lèvent entre 7h et 8h le matin, ils prennent un petit déjeuner, ils font un peu de sport et ensuite ils vont au bureau où ils travaillent, jusqu'au soir, et souvent très tard. Et ils mangent peu, et ils ne boivent pas d'alcool, et le temps libre est consacré à la famille. Comment se fait-il que des personnes qui ont des dizaines, des centaines de millions d'euros sur leur compte personnel aient la même vie emmerdante que nous, modestes salariés ? Eh bien, j'ai une réponse. Il se trouve que j'ai travaillé avec un ultra-riche qui annonçait fièrement avoir 300 millions d'euros sur son compte. Nous nous croisons un matin à 8h30 devant son bureau. Il gare sa Bentley, son chauffeur gare la Bentley. Nous nous saluons et je ne peux m'empêcher de lui demander ce qu'il fait là. Pourquoi tu viens au bureau quand tu as assez pour vivre, quand ta famille est protégée du besoin sur plusieurs générations? Pourquoi s'imposer un réveil, fût-il un réveil Rolex? Réponse de mon ultra-riche: j'ai essayé, Eric, et j'ai rien fait. Au bout de 8 mois, je suis tombé en dépression, psy et cacheton. Voilà. Nous avons réalisé à Podcast Story des podcasts sur la cocaïne et le cannabis, mettant en lumière l'addiction à la dopamine à laquelle sont soumis les humains. La dopamine est une substance sécrétée par notre cerveau pour nous récompenser, pour nous faire plaisir. Nous sécrétons de la dopamine quand nous mangeons du chocolat, quand nous fumons du cannabis, quand nous avons des likes sur les réseaux sociaux, quand nous faisons l'amour et quand nous gagnons de l'argent. L'argent est donc une drogue comme une autre, et les ultra-riches de simples junkies. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.